Bonjour Pierre. Bonjour Roland. Alors nous sommes en Alsace où tu as fait étape dans ton tour de France de conférences. Alors tu viens de terminer à l'instant celle donnée à Colmar. Comment ça s'est passé et comment gères-tu l'enchaînement de ces événements? Alors comment ça s'est passé à Colmar en Alsace? Écoute, ça s'est passé comme je l'attendais, c'est-à-dire que c'était aux petits oignons. Alors je ne vais pas dire à l'allemande, mais en tout cas c'était carré. Et puis on va faire remarquer quand même, sans donner trop de détails, qu'on est dans un cadre bucolique. Donc on a eu une chance, voilà, on a un bel endroit pour cette conférence, très agréable. En tout cas, le cadre était agréable, la conférence, je ne sais pas si elle était agréable, j'espère. J'ai l'impression quand j'entends les commentaires du public, les réactions du public. Donc ça s'est évidemment très bien passé et c'était en effet la 5e conférence en 5 mois pour moi dans le cadre de mon cycle de conférences. Donc j'ai commencé à Paris au mois de décembre, après j'ai fait Lyon en janvier, Lille en février, Marseille en mars, et donc là on était à Colmar en avril. Le mois prochain, normalement fin mai, je serai effectivement en Occitanie. La ville est encore à définir, donc à suivre sur le site d'Égalité et Réconciliation. Et fin juin, normalement, je serai en Lorraine, donc pas si loin que ça de chez vous. Et comment je gère? Écoute, j'essaye à chaque fois de me renouveler, c'est-à-dire que je ne propose jamais la même conférence. Donc les gens n'ont pas forcément ça à l'esprit, ils se disent peut-être qu'ils ont vu une conférence et puis ça suffit. Et je vous avertis, non, ça ne suffit pas, puisque j'aborde des thématiques différentes qui sont contenues dans mon ouvrage à chaque conférence. Voilà, je présente mon bouquin sous un angle différent à chaque fois. À Paris, j'ai fait les conservateurs. À Lyon et Marseille, j'ai fait principalement les postmodernes. À Lille, j'ai fait les socialistes. Je suis revenu sur l'affrontement Marx, Proudhon, Bakounine, tout ça. Et aujourd'hui, avec vous, j'ai abordé la question religieuse. Voilà. Et donc, je tiens le coup, je tiens le choc, je survis. Bon, en tout cas, merci de préciser qu'à chaque fois, c'est un nouveau thème que tu abordes avis aux futurs participants. Alors, peux-tu rapidement revenir sur ton parcours personnel et professionnel et nous expliquer quel a été ou quels ont été les éléments déclencheurs qui ont fait que tu es militant chez ER depuis plus de 12 ans et que tu en es un des hauts cadres et penseurs de l'association? Bon, on va aller vite. Au niveau professionnel, j'ai fait des études de sciences politiques. Voilà, ça c'est mon cursus universitaire. J'ai un niveau Bac+5, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est pour répondre vraiment succinctement à la question. Et en fait, en parallèle de ces études, je faisais comme beaucoup d'étudiants. D'ailleurs, moi j'étais boursier, donc je faisais des petits boulots. Et puis à la sortie de mes études, j'ai pas forcément mis un pied dans le monde professionnel par rapport à mon diplôme et à ce que j'avais soi-disant emmagasiné en termes universitaires, c'est-à-dire pas grand-chose de concret. Et donc j'ai continué à faire des petits boulots et en parallèle de ces petits boulots, j'ai milité pour Égalité et Réconciliation. Et en fait pendant quelques années, à la fin de mes études, j'étais petit boulot le jour, militant en ER la nuit. Bon, j'ai grossi le trait. Et puis mon militantisme a pris de plus en plus de place, d'ampleur dans ma vie, puisque je suis devenu aussi auteur contre-culture, puisqu'en 2014, mon bouquin sur le cercle Proudhon, que j'avais rédigé lorsque j'étais étudiant en sciences politiques, a été publié par Contre-Culture. Et donc à partir de ce moment-là, je suis devenu militant et auteur. Et donc je me suis vraiment encore plus investi, on va dire, dans Égalité et Réconciliation à différents échelons. Et puis avec le temps et les années, voilà, je me suis professionnalisé, je suis devenu professionnel au sein d'Égalité et Réconciliation. Et j'ai intégré en 2016, fin 2016, il me semble, la rédaction d'Égalité et Réconciliation, du site Égalité et Réconciliation, jusqu'à devenir son rédacteur en chef. Travail que j'ai effectué jusqu'à il y a peu de temps. Et pour la petite histoire, parmi les petits boulots que je faisais à l'époque pour survivre, j'ai notamment fait gardien de musée, vendeur en boulangerie. Alors, une question plus en rapport un petit peu avec ton ouvrage. Donc au Moyen-Âge, l'armée était au service d'un suzerain, puis d'un roi, donc de Dieu. Petit à petit, l'idéologie militaire est devenue bourgeoise, au service du confort de ses officiers généraux. D'après toi, comment va évoluer cette transition au service de la plutocratie?
Cette institution va-t-elle suivre les nouvelles règles du pouvoir ou bien être le grain de sable dans les rouages en se rangeant du côté de la tradition? Alors si la question c'est la question d'un éventuel putsch militaire, je n'y crois pas du tout. La question de l'indépendance, de l'autonomie de l'armée française ou d'une certaine capacité à s'autonomiser du point de vue idéologique, je n'y crois pas du tout. Je pense que l'armée va continuer de faire son travail, c'est-à-dire de se ranger au service du pouvoir, et ce jusqu'à la fin. Donc la question, enfin jusqu'à la fin, jusqu'à un potentiel changement de régime. Donc mon point de vue sur cette question, c'est, en termes très concrets, c'est plutôt quelle va être l'évolution de la superstructure politico-militaire, c'est-à-dire concrètement que va devenir par exemple l'Alliance Atlantique dans le cadre d'une crise géopolitique avancée, comme on peut l'imaginer avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, avec la potentielle confrontation avec la Russie dans les années à venir. Et à partir de ce moment-là, s'il y a un potentiel démantèlement de l'Alliance Atlantique, des répercussions auront lieu, à mon avis, évidemment, sur l'armée française. Mais pour ce qui est de son indépendance de pensée, à mon avis, elle est quasiment nulle. Pourtant, on a vu un petit soubresaut de désobéissance lorsqu'on a demandé aux militaires d'attaquer les Houthis, la population civile. Ils n'ont pas suivi, en fait. Moi, ça me paraît être des épiphénomènes qui ne remettront jamais en question la structure réelle de la domination, quoi. Est-ce que la classe moyenne, voire la classe prolétarienne, a-t-elle conscience d'elle-même et de ses intérêts? Est-ce que la conscience révolutionnaire que tu appelles de tes voeux va-t-elle se manifester? C'est toute la question de la conscience de classe. C'est une thématique, une problématique fondamentale sur laquelle ont énormément travaillé de penseurs marxistes, justement. Celui qui me vient en tête, évidemment, c'est Lukács, dont je fais le portrait dans l'ouvrage et que je considère comme un penseur indispensable pour la reconstruction idéologique de la pensée révolutionnaire, on va dire, au XXIe siècle. Et donc la question de la conscience de classe s'applique évidemment, donc, comme tu le soulignes, à la classe moyenne et à la classe prolétaire. Et bien, à mon avis, elle dépend en partie de notre travail. C'est-à-dire que la classe moyenne a vocation à s'éveiller politiquement par l'entremise de groupes comme le nôtre, comme Égalité et Réconciliation, par notre travail de décryptage des ingénieries politiques au quotidien, par notre travail de réinformation. Voilà, c'est clairement, nous sommes un site de réinformation et de résistance. Et à la faveur, ou à la défaveur de l'avancée de la crise en France, je crois qu'il va être plus ou moins vital à la classe moyenne pas forcément de se radicaliser, mais en tout cas de se familiariser avec ces thématiques. Et donc la question de la conscience de classe va se poser à elle de manière de plus en plus consciente, justement. Après, moi je ne suis pas devin, je ne peux pas dire quand, comment, sous quelle forme, mais tout ce que je peux dire, c'est que notre travail, de ce point de vue-là, je pense, va dans le bon sens. Voilà. Donc les gens y accéderont, et modestement, j'ai rédigé un bouquin qui va dans le sens de la réactivation, de la régénération de la culture révolutionnaire. Et après, après, c'est la question des rapports de classe aujourd'hui en 2024, à savoir est-ce qu'une classe populaire peut se constituer, autour de quoi, quels seraient ses fondamentaux, et jusqu'où, quoi. Par exemple, classe populaire, classe moyenne, est-ce qu'une jonction peut-elle être faite dans une optique qui serait peut-être potentiellement révolutionnaire. Voilà, les questions sont sur la table. En tout cas, je pense avoir apporté ma pierre à l'édifice par rapport à encore une fois, la revitalisation de cette thématique. Alors, on va un peu sortir du contexte de ton ouvrage. Si cela n'est pas indiscret, peux-tu nous parler de tes prochains projets ? J'ai un documentaire en tête. Un documentaire, voilà. Mon prochain projet très concret, c'est un documentaire. Sur quel sujet ? Question de la culture.
Question de la culture de masse, probablement. Je ne veux pas trop en dévoiler, il faut quand même que les gens... faut comment dire, qu'il y ait un impact quand le produit sera livré, mais c'est un travail de longue haleine, donc ça va me demander beaucoup de temps, je pense. D'accord. C'est pas dans l'immédiat? C'est pas dans l'immédiat, ça va prendre de longues semaines, voire de longs mois, tout en sachant que là, je ne parle que de la conception d'un scénario, qu'après, il y a tout le travail technique de montage, qui, comme tu le sais, peut être très fastidieux. Bien sûr. Alors, une petite question un peu décalée, pas facile. Qu'est-ce qu'un penseur révolutionnaire pense quand il ne pense pas aux penseurs révolutionnaires? Autrement dit, quels sont tes centres d'intérêt en dehors de la politique et de la guillotine? Alors déjà, un vrai penseur révolutionnaire ne pense qu'à la révolution, réellement. Je me tue à le répéter, mais Lénine, qui est pour moi la figure ultime du révolutionnaire, pensait révolution du matin au soir. Et il s'était livré, corps et âme à la révolution, c'était un ascète de la révolution. Donc à côté de figures comme ça, on n'est pas grand-chose quelque part, en tout cas je parle pour moi. Mais bon, pour répondre plus trivialement à ta question, moi c'est principalement le sport qui m'intéresse, voilà. Question j'essaye de maintenir une pratique sportive. J'y arrive pas tout le temps pour des raisons de vie privée, donc je ne développerai pas forcément ici. Et puis moi, quand je veux me divertir un peu, effectivement, je vais souvent regarder du sport, le sport de combat. D'accord. Bon. Tu es de la génération 80. Est-ce que le club Dorothée te manque? Arriverais-tu à dire, comme un vieux con, que la télé, c'était mieux avant? Alors, j'aurais beaucoup de mal à dire que quoi que ce soit, c'était mieux avant. C'est un positionnement qui m'est un peu étranger. Mais alors, sur la télé, comme de nombreuses personnes de ma génération, je ne regarde plus la télé, hein, évidemment, depuis très longtemps, mais il s'avère que, pour la petite histoire, hier soir, j'étais à l'hôtel et donc j'ai regardé la télé, parce qu'il y avait la télé dans ma chambre. Et pourtant, j'ai l'habitude, mais j'ai quand même été ébouriffé, alors que je sais quand même. J'ai quand même grandi dans le milieu de la télé, et même si je la fréquente plus, la télé, depuis des années, je sais quand même un peu ce qui est diffusé. Ça m'a encore fait un choc, bizarrement. J'étais surpris par la médiocrité des divertissements proposés, des programmes proposés. Il n'y avait absolument rien de regardable, quoi. Je te dis, le terme qui me vient à l'esprit, c'était une apologie de la médiocrité. C'était assez dépitant, c'était assez déprimant. Donc voilà, j'ai zappé sur la TNT, j'ai fait mes 25 chaînes, et je me suis dit, putain, il n'y a vraiment rien qui tient la route. Donc sur la télé et sur le Club Dorothée, ouais, je suis la génération Club Dorothée. Et c'était quoi la question? Est-ce que je regrette le Club Dorothée? Non. Aimerais-tu dire comme un vieux con que la télé c'était mieux avant? Oui, mais sur le Club Dorothée. Si tu fais partie de la génération qui a suivi un petit peu, je suis de la génération Club Dorothée, qui a un peu suivi les émissions. Je suis la génération Dragon Ball, je suis la génération le mercredi matin, il n'y a pas école, tu regardes le Club Dorothée. Oui, je suis de cette génération-là. Chevalier du Zodiac, etc. Sans problème. Alors, comme tu l'as évoqué, tu es assez sportif, et je pense qu'une hygiène de vie correspond à ces pratiques, tes pratiques sportives. Et donc, au nom de tous mes camarades, et c'est avec joie que je t'offre ce miel d'acacia qui te donnera l'énergie de poursuivre ta route. Je le montre. Alors, c'est du miel d'acacia français, donc, qui est l'un des produits proposés à la vente par le site internet Au Bon Sens. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, je peux en dire quelques mots, et je vous remercie de ce présent qui me fait chaud au cœur. Le miel, je peux en dire, peut-être ça va surprendre les gens, mais je m'intéresse beaucoup aux produits de la ruche. Et je suis un gros consommateur des produits de la ruche, donc le pollen, le propolis et le miel. Et je suis un très gros consommateur de miel, et précisément le miel d'acacia, parce que c'est le miel souvent le plus liquide
alors que les autres, la plupart des autres miels sont souvent, comment dire, ils ont tendance à coaguler, à cristalliser, voilà, Ouais, au niveau de la densité du sucre. Et alors que là, on a un bon produit soyeux pour ma bouche. Mais surtout, ce que les gens ne savent pas forcément, ce qui est prioritaire, l'une des propriétés les plus intéressantes dans le miel, à mon avis, c'est sa capacité enzymatique. Et c'est quelque chose qui est très peu mis en avant, notamment en France. Il y a des études au niveau américain là-dessus. Et en fait, le miel contient quasiment, apparemment ça serait de l'ordre de 5000 enzymes différentes. Et le miel est comment dire, je ne sais pas si on peut dire un aliment, essentiel à la digestion et à l'assimilation. Donc j'encourage tout le monde à consommer du miel lors de ses repas. Voilà, ça peut tout à fait aider pour les questions de digestion et d'assimilation, questions énergétiques dont on a parlé. En fait, la teneur en sucre dans le miel est assez faible. La teneur en glucose est assez faible. Et par contre, les vertus enzymatiques du miel sont à redécouvrir. Et par contre, il est très très important de consommer du miel non chauffé. Car au-dessus de 35 degrés Celsius, le miel justement perd ses propriétés enzymatiques. Donc il faut consommer du miel non chauffé prioritairement. Voilà. Petite pub pour le miel d'Au Bon Sens qui, j'en suis sûr, sera très bon à déguster. Et bien sûr, d'autres produits Au Bon Sens qui sont de qualité. Alors merci en tout cas pour toutes ces informations et ces précieux conseils. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Sur le miel ou les propriétés insuliniques Sur l'ensemble de l'entretien? Non, évidemment, peu de surprise à dire ça, mais évidemment je vous remercie vous, la section, et je remercie la section ER Alsace, et je remercie le public de s'être déplacé. Comme je l'ai constaté dans la plupart de mes conférences, je suis toujours un peu hésitant, je me dis est-ce que le discours va passer, et je me rends compte que les gens sont surpris généralement d'un prime abord, et ils adhèrent, ils trouvent ça relativement passionnant, et ils achètent le bouquin, et souvent ça sert de porte d'entrée, et donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une accroche. Il y a une demande, les gens ont l'air intéressés par cette grille de lecture que je remets en avant, donc tant mieux, confirmé encore aujourd'hui, et puis j'espère repasser en Alsace l'année prochaine peut-être, si Dieu le veut. Avec joie. En tout cas Pierre, je te remercie, merci d'être venu en Alsace, et au festival. Au Festival de la Réconciliation. À très bientôt.